bienvenue dans un nouveau CQFR. Si vous voulez tout savoir de ce qui s'est passé dans la nuit NBA, vous êtes au bon endroit. Je suis Théophile Messer, j'ai la lourde responsabilité ce matin de remplacer Antoine Pimel, mais heureusement pour m'épauler, j'ai mon gars Shai Mamou, toujours là, toujours répondant au poste pour parler des 9 matchs qui ont animé la nuit NBA. Il y a eu pas mal de choses, des belles perfs, des matchs qui étaient importants pour le positionnement de certaines équipes dans chacune de leurs conférences. Shai, tout de suite, je te propose qu'on commence par la conférence Est, aller du côté de Chicago où tout simplement DeMar DeRozan a encore une fois été incandescent et totalement clutch à la fois dans la fin de match et dans la prolongation, parce que c'est un match qui s'est soldé par une victoire 132-129 pour les Bulls. Qu'est-ce que tu peux nous dire de la perf de DeMar DeRozan hier? DeRozan est incroyablement clutch en ce moment. On regarde pas, les Bulls font une saison tellement curieuse, c'est-à-dire qu'ils sont trop forts pas par rapport aux médiocres de la conférence Est, et ils sont pas assez bons, ou ils ont pas assez bien commencé pour se mêler vraiment à la lutte pour les places directes en playoff. Mais Chicago joue quand même mieux, c'est beaucoup plus regardable depuis quelques semaines, quelques mois presque. Et DeRozan a été incroyable, 46 points, ultra clutch comme on le disait, avec un panier à 3 points en prolongation qui les fait basculer en tête et qui leur permet de gagner le match. Juste avant, c'était lui qui avait arraché la prolongation avec un petit fadeaway à 0.3 du buzzer. Il est, c'est un joueur qu'on tient un peu pour acquis parce qu'il joue justement à Chicago qui est pas dans une très très bonne période de son histoire, qui est pas ultra compétitif. Et c'est oublié un peu quel joueur c'est, quel joueur assez formidable c'est, et qu'on est presque devenu sous-coté. Et cette nuit, c'est devenu le 37e meilleur marqueur de l'histoire de la NBA. Juste, alors il a passé 3 mecs, pas des moindres. Il a dépassé Elgin Baylor, Dwayne Wade et Adrian Dantley. Et il est déjà donc maintenant 37e, juste derrière Steph Curry. Et c'est un joueur, voilà, qu'on tient, je trouve, un peu pour acquis, et qui est en train de faire une fin de carrière, pas forcément celle à laquelle je m'attendais, parce que je pensais qu'à ce stade, il serait déjà dans une équipe de Los Angeles, avec toutes les occasions manquées qu'il y a eu entre les Lakers et les Clippers, qui ont eu des opportunités de le faire venir, soit en tant que free agent, soit via un trade. Et donc ça me fait plaisir pour lui. En ce moment, il enchaîne les perfs, il m'a l'air bien. C'est un gars que je trouve vraiment toujours intéressant, et en plus d'être un super joueur. Et là, cette nuit, il a fait ce match incandescent, comme tu disais, avec les Bulls. Ouais, gros match, donc 46 points à 15 sur 24 au tir, 9 rebonds, 3 passes pour DeMar DeRozan. Bien secondé aussi par Nikola Vucevic, qui a fait un beau double-double, 12 et 12 de son côté. Voilà, comme on en parlait un petit peu en off, du côté des Pacers, c'est Miles Turner qui s'est illustré principalement avec 27 points, 7 rebonds, et Tyrese Haliburton finit avec 17 points, 14 rebonds. Bon match de Siakam, 17,9 rebonds, mais pas forcément. Voilà, pour l'instant, l'arrivée de Siakam n'a pas eu l'effet booster que pouvaient espérer les Pacers peut-être au moment de sa signature. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi, sur. Est-ce qu'il faut s'inquiéter du côté d'Indiana de ce côté-là? Est-ce que c'est encore la mise en place? Comment tu vois ça, Shai? Je pense qu'ils sont encore sur de la mise en place et de l'apprivoisement, entre guillemets. Il y a eu la blessure d'Haliburton qui a beaucoup ralenti les choses, et notamment ses propres performances. Siakam n'est pas un joueur anodin, donc c'est pas si simple que ça de trouver tout de suite une bonne formule, mais ils sont restés compétitifs. On pouvait s'attendre, peut-être, tu as raison, le terme de boost, on s'est dit ça y est, Siakam est là, donc ça va tout de suite cartonner encore plus fort. Ils se maintiennent, et je pense qu'ils sont toujours dans cette phase d'acclimatation, et ce sera le play-in ou les playoffs directs qui seront révélateurs de si ça a un effet immédiat ou s'ils ont encore besoin de quelques mois, et qu'il faudra les revoir la saison prochaine pour savoir ce que ça vaut vraiment sous cette version. Allez, je te propose qu'on enchaîne et qu'on traverse le pays pour aller du côté de la conférence Ouest. Il y avait un remake de l'une des plus belles rivalités du tout début des années 2000, puisqu'il y Ouais. avait un match Sacramento Kings contre les Los Angeles Lakers, et il y avait potentiellement une série en cours voilà, qui était en jeu. Chat, est-ce que tu peux nous dire un petit peu de quelle série il s'agissait? Puis après, je vous donnerai le résultat, bien sûr. C'était le bilan de Domantas Sabonis contre Anthony Davis en NBA. Sachez qu'avant ce match, Domantas Sabonis n'avait jamais perdu contre Anthony Davis. Il était à 9-0, et roulement de tambour, il est à 10-0. Et Parce que voilà, victoire 120-107 des Kings face aux Lakers, effectivement. ouais, c'est ça. Ça encore, les journalistes en ont parlé à Anthony Davis avant le match. Il avait l'air totalement désintéressé. En gros, je me fiche totalement de la série. Moi, je suis là pour jouer les gros matchs et tout ça. Donc, ce que je comprends parfaitement, mais c'est une série pas anecdotique. Et Rémi Reverchon, le copain Reverchon, c'est bien agacé devant ces Lakers et devant Anthony Davis, qui, selon lui, a pas relevé le challenge. Il a tweeté dessus.
est-ce qu'Anthony Davis peut avoir un semblant d'ego et arrêter de se faire marcher dessus en majuscule à chaque fois par Domantas Sabonis? Donc je pense que les fans des Lakers sont frustrés, étaient déjà frustrés par cette série et sont frustrés par cette série et commencent à se dire que Anthony Davis, attention, cette année, il est magnifique. Il n'y a même plus l'argument du fait qu'il manque des matchs parce qu'il est fiable. Mais quand tu regardes, c'est sur les 8 derniers matchs qu'il a fait contre Joel Embiid, donc un autre rival en tant qu'intérieur, il en a perdu 7. Et il a perdu ses 7 derniers face-à-face avec Jokic aussi. Alors Sabonis n'est pas dans la même catégorie que ces deux joueurs-là, mais ça montre qu'on a l'impression que quand il y a de l'opposition et qu'il ne peut pas... que quand le match-up n'est pas forcément à son avantage, c'est un peu difficile pour lui. Je veux pas être trop critique parce que j'ai beaucoup critiqué, ou en tout cas j'ai été très sceptique sur Anthony Davis sur la dernière saison en me disant que les Lakers lui donnaient trop, il avait trop d'importance alors qu'il n'était pas fiable physiquement. Là, il est fiable physiquement, il est même très fort, il est dans la discussion pour le DPOY, il fait vraiment une belle saison. Mais c'est sûr que c'est des stats qui peuvent chagriner un peu. Les Lakers ont perdu leurs 4 matchs contre les Kings cette saison quand même. Ouais, c'est ça. Donc Anthony Davis qui est monstrueux défensivement cette année encore, comme tu l'as dit, qui est sur le terrain. Bien sûr, tout n'est pas de sa faute. Le basket reste un sport collectif et donc c'est dur de réduire des résultats à simplement des duels de joueur à joueur. Anthony Davis qui a fini avec 22 points, 10 rebonds, 3 passes, qui a fait son match. Mais effectivement, je pense qu'avec Anthony Davis, c'est toujours ce truc-là en fait, où finalement, c'est un super joueur d'équipe, vraiment important, avec un impact, qui peut parfois cartonner. Mais c'est vrai que tu te dis, je pense que c'est à ça que Rémi faisait référence, c'est qu'il n'a pas ce côté je vais faire un statement game. Ouais. Je vais m'imposer, genre ce soir, qui va prendre ses coéquipiers entre quatre yeux avant le début du match en disant non mais oubliez le plan de jeu, ce soir vous me donnez la balle parce que c'est moi je vais faire mon match. Voilà, c'est pas Anthony Davis. Donc on peut se plaindre, râler, se dire ouais, on aimerait bien qu'il soit comme ci, qu'il soit comme ça. Au bout du compte, je pense qu'il sera jamais comme ça. Et non, effectivement, par contre, je pense que Domantas Sabonis, de son côté, lui, il s'était mis une petite croix parce qu'il finit quand même avec 17 points, 19 rebonds, 10 passes. Non seulement donc il signe un nouveau triple-double, mais il garde sa série de double-double historique qui est toujours, il est toujours à la recherche du record détenu par Kevin Love. Il est toujours dans la liste. Effectivement, tu sens que peut-être du côté de Sabonis, on s'était noté un petit truc, quoi. Oui, au niveau statistique et tout ça, le garçon est assez regardant là-dessus, je pense. On avait vu, on revient sur cette entrée en jeu dans le 4e quart-temps dans un garbage time, mais c'est tout il n'y a pas de problème, on n'a pas forcément besoin de le critiquer là-dessus. Même chez Gilgeous-Alexander l'autre jour, je ne sais pas si tu as vu, mais qui n'a pas l'air d'être le gars le plus intéressé par les stats, qui a un métronome, finalement, il a fait une faute volontaire pour après avoir une possession et battre le record de match à 30 points de KD sous le maillot du Thunder. Donc, il y a beaucoup de joueurs, c'est Antoine qui aime bien dire ça, il a dit même ceux qui ont l'air désintéressés, vous inquiétez pas, qui regardent les réseaux, ils regardent les stats, il y a quelqu'un qui les tient au courant. Et là, je pense que Sabonis, évidemment, savait ça. Anthony Davis, t'as raison, je pense que ce sera jamais ce joueur-là, et je pense que, tu sais, même en début de saison et les 2 dernières saisons, LeBron, il n'arrêtait pas de dire, ou de faire comprendre que qu'il voulait plus être... pas le franchise player, mais l'option numéro 1, il me semblait vouloir inciter Davis à prendre ses responsabilités. Alors que dans les faits, c'était plus compliqué. Et là, à nouveau, t'as toujours l'impression que c'est LeBron qui mène la barque et Davis est là c'est presque un lieutenant incroyable finalement quand il est pas blessé, il est phénoménal. Mais il n'y a pas ce côté égo, ce côté les statement game. Je pense qu'il s'en fout. Ça peut avoir ses avantages. Dire en playoff, c'est bien si t'as un mec qui a un potentiel de superstar. Qui fait le soldat entre guillemets, ça peut être aussi un très très gros avantage, mais en saison régulière, ça donne des trucs comme ça et il n'est pas très intéressé, j'ai l'impression, par ce côté rivalité, match-up, stats. C'est comme ça, c'est Anthony Davis. Voilà, et LeBron James, tu en parlais, qui était au bord du triple-double aussi, 18 points, 13 rebonds, 9 passes. Meilleur score du côté des Lakers, c'était Austin Reeves. Et du côté de Sacramento, au-delà du bon match de De'Aaron Fox, moi j'ai beaucoup aimé la performance de Keegan Murray, 19 points, 11 rebonds, 3 passes. Voilà, un joueur toujours on sait que les années sophomores, c'est parfois celle où il y a un petit coup de mou pour des rookies qui avaient été très bons, mais moi je pense que Keegan Murray c'est vraiment un joueur d'avenir très intéressant du côté des Kings. Allez, je vous propose, on parlait de... Non, juste un petit mot, parce que tu parlais de Rémi et de sa réaction un peu
un peu chaude là sur Anthony Davis. J'en profite pour remercier Rémi, toute l'équipe de NBA Extra et de Bein d'avoir présenté notre MOOC 14 spécial Spurs. Vous le voyez derrière moi si vous écoutez ce CQFR ou si vous regardez ce CQFR sur YouTube. Je vous rappelle simplement que voilà, il est toujours disponible sur notre shop basketsession.com. Si vous l'avez commandé, que vous étiez abonné, que vous ne l'avez pas encore reçu, pas d'inquiétude, il y a encore des envois qui sont en train d'arriver. Tout est parti la semaine dernière, mais voilà, parfois la poste met un petit peu de temps à acheminer tout ça. En attendant, vous pouvez retrouver ça sur Basket Session, 240 pages pour tout savoir de cette franchise résolument pas comme les autres. Voilà, je referme la parenthèse et encore une fois un gros big up à Rémi Reverchon et Jacques Monclar pour avoir présenté ce MOOC. Voilà, donc on parlait de Jokic aussi, forcément. Ouais. Il y avait un match, un remake de la dernière finale NBA, un match Nuggets face au Miami Heat, qui a tourné une fois de plus à l'avantage de Denver. Victoire 188 pour les Nuggets dans ce match qui a été quand même hautement défensif. Voilà, on n'a pas senti Denver vraiment en danger dans ce match-là. Je ne sais pas ce que tu en as pensé, Shai. Non, effectivement, ils ont contrôlé et je suis content. Je suis pas fan des Nuggets, mais hier, j'ai dit à Antoine que je pensais que les Nuggets finiraient en tête. Et ça fait plusieurs semaines que j'ai cette impression-là avec t'as Minnesota et OKC qui se tirent la bourre et Denver qui attend tranquillement en embuscade. Et Minnesota et OKC perdent des forces, que ce soit avec des joueurs blessés ou avec des matchs compliqués. C'est deux équipes qui n'ont pas l'habitude d'être là, donc forcément, elles disputent tous les matchs à fond. Et Denver qui est sur son rythme de croisière, qui vient aujourd'hui de reprendre la tête de la conférence Ouest. C'est peut-être que provisoire, mais c'est la première fois qu'ils le font depuis plusieurs mois en étant tout seul, en tout cas en tête. Et je pense que c'est significatif et ça montre que c'est encore la meilleure équipe de l'Ouest à minima et peut-être de la Ligue. Ce qui est intéressant, je pense, dans ce match, c'est aussi que Nikola Jokic n'a pas eu besoin de faire une performance incroyable. Il finit avec 12 points, 14 rebonds, 6 passes. Donc c'est très très correct, hein, évidemment. Mais ça a été un succès construit collectivement. Michael Porter Jr. 25 points, Aaron Gordon 16, Jamal Murray 14. Ils sont un peu relayés pour permettre à Denver de gagner ce match et de prendre au moins provisoirement le contrôle de la conférence Ouest. Et je pense que c'est pas anodin de revoir Boston. Denver en tête de la conférence Ouest. C'est pour moi toujours la meilleure équipe de l'Ouest. Et c'est fou parce que récemment, on a pas mal parlé avec dans le podcast sur Rudy et même dans la lead session de l'autre soir, on parlait des paris sportifs, des cotes et tout ça. J'étais assez surpris de voir que Denver était assez loin dans les favoris. C'est-à-dire qu'il y a des équipes qui sont largement au-dessus en termes de probabilité de victoire pour le titre. Alors que je considère que Denver est toujours favori personnellement à sa propre succession. Voilà. Ouais, de toute façon, du côté de Denver, beaucoup de sérénité, j'ai l'impression, depuis le début de saison. C'est une équipe qui a déjà été au bout, qui sait quelles sont ses forces, ses faiblesses. Voilà, à l'inverse, je pense qu'une équipe comme Miami, qui est toujours en train un petit peu de chercher ses rotations, toujours privée de Tyler Hero. Donc, Jimmy Butler, qui a plutôt pas en adresse hier, 15 points, 5 rebonds, 2 passes, mais 6 sur 16 au tir. Bon match de Bama Adebayo avec un double-double, 17 points, 13 rebonds. Derrière, voilà, Amy Akez qui était pas particulièrement fringant, 8 points seulement. Il y a pas mal de choses à chercher. Par contre, du côté des Nuggets, voilà, beau match aussi du duo Jamal Murray, 14 points, et surtout Aaron Gordon qui finit avec 18. Et Michael Porter Jr., 25 points, 7 rebonds, que je trouve... alors, c'est dans le détail, mais je trouve que Michael Porter Jr. est vraiment meilleur en défense, notamment dans les aides. Sur l'homme, on sait que ça sera jamais un stopper, mais par contre, je trouve qu'il commence à apporter un peu plus son écho, se servir de sa grande envergure, ses qualités athlétiques dans les aides défensif. Donc voilà, match intéressant pour Denver. Ouais. Allez, on parlait... Ouais, t'allais dire... Non, je confirmais ce que tu disais sur Porter parce qu'on a beaucoup... pareil, on était assez sceptique sur lui. Super attaquant, bon joueur souvent blessé, mais sur la défense, ça s'est vu l'année dernière et ça a été... les efforts qu'il a fait, on n'en a pas beaucoup parlé, je pense, mais ça a été important dans la conquête du titre pour Denver parce que ça aurait été compliqué si ça avait été un joueur impossible à garder sur le terrain dans les moments chauds. Il a au moins changé ça dans son jeu et c'est très très précieux pour les Nuggets. Allez, on reste dans la conférence Ouest. Il y avait un face-à-face Golden State Warriors, Dallas Mavericks. Là encore, un face-à-face qui a tourné à l'avantage de Dallas. Victoire 109-99 face aux Warriors, qui étaient toujours privés de Stephen Curry, blessé à la cheville. Qu'est-ce que tu as retenu de ce match, Shai? Fin de série pour Luka Doncic, de triple-double. Vu qu'on parlait, on parlait des triple-doubles, alors ça n'a pas empêché Dallas de gagner le match. Doncic c'est un peu blessé. Enfin, je pense que ça tirait plus qu'autre chose et qu'ils n'ont pas voulu prendre de risques, mais il est re-rentré dans le quatrième. Il a joué que 22 secondes et il est ressorti parce que il était gêné aux ischios et donc il s'est arrêté à 7 triple-doubles de suite.
ce qui n'est pas grave. Hein. L'important, c'est que Dallas continue de gagner des matchs et ils l'ont fait. On peut noter aussi, c'est toujours cette série dans l'histoire des séries et des stats, improbable. Hein. On nous aurait dit ça même il y a 6 mois. Daniel Gafford est peut-être en passe de battre le record de paniers consécutifs sans en rater un seul, détenu par Will Chamberlain. En général, quand tu as un record de Will Chamberlain en vue, c'est que c'est pas trop mal, même si c'est à une autre époque du basket, de la NBA. Daniel Gafford qui a marqué ses 5 tirs, qui a réussi ses 5 tentatives cette nuit, et qui a marqué ses 33 sur ses 33 derniers tirs. Je dis tirs, mais bon, tir, c'est peut-être un peu abusé. La plupart du temps, c'est quand même des finitions près du cercle. Et donc, il a marqué ses 33 derniers tirs. S'il en marque encore 2, il égalera le record de Will Chamberlain, qui a 35 paniers consécutifs, sans en manquer un seul. Victoire de Dallas contre Golden State, toujours orphelin de Steph Curry, qui ne devrait quand même pas trop tarder à revenir. Et même si Jonathan Kuminga a fait un très bon match, 27 points, les Warriors sans Curry, c'est évidemment pas la même équipe. Ouais, c'est clair. Allez, je souligne quand même là. Donc, Luka Doncic, tu parlais, donc qui finit quand même avec 21 points, 3 rebonds, 9 passes. Mais gros match de Kyrie Irving qui, lui, était tout près du triple-double. 23 points, 8 rebonds, 10 passes. Bref, voilà, un beau match du côté de Dallas. Mais effectivement, on voit que sans Stephen Curry, c'est évidemment pas la même équipe. Du côté de la conférence Est aussi, ça bouge. Il y a une équipe qui est chère à ton cœur, le Orlando Magic, qui s'est imposé 114-106 face aux Nets et qui commence à se relancer. Enfin, pas se relance, mais reste plutôt dans la course pour la 4e place de la conférence Est. C'est ça se bagarre avec New York. New York qui commence à récupérer des joueurs, donc j'ai l'impression que les Knicks vont quand même réussir à garder cette 4e place, mais Orlando pousse. Orlando est en tout cas en bonne place pour être qualifié direct et éviter le play-in. Et les Magic, c'est le grand gagnant du soir, parce qu'avec la défaite des Pacers qu'on a évoquée en prolongation, ils reprennent une petite marge. C'est une lutte qui est intéressante au classement. Et Paolo Banchero a fait un excellent match. 21 points, 9 passes, aucun tir manqué. Très bon début de match de Jalen Suggs aussi. Le Magic n'a pas été inquiété par les Nets, hein, à proprement parler. Les Nets qui sont en roue libre, Orlando qui a joué sérieux, solide, et ça a suffi pour gagner. Mais Banchero, je le trouve toujours aussi propre, intéressant, mature. Alors, il joue au Magic, donc c'est pas la franchise la plus médiatisée, mais c'est un All-Star et il se comporte comme tel maintenant tous les soirs dans sa doublette avec Wagner et avec le reste du collectif du Magic, avec ce coach dont je suis très content de la prolongation pour 4 ans, Jamal Mosley, pareil, on parle jamais de lui. Je pense que la plupart des gens qui nous écoutent et nous regardent ne le reconnaîtraient pas dans la rue. Je leur en veux pas, mais c'est un excellent coach et le Magic continue sa progression. J'espère que ça va tenir et qu'ils n'auront pas besoin de passer par le play-in. Ouais, allez, on reste dans la conférence Est. Il y avait une victoire 116-95 des Cavs qui est venue stopper les Pelicans. Shai, tu as écrit un article d'ailleurs sur Basket Session cette semaine sur Nola, qui est peut-être l'équipe, le sleeper le sleeper parfait. Personne parle trop des Pelicans et pourtant ils sont en train d'avancer leur pion notamment sur une défense qui est vraiment de plus en plus impressionnante. Ouais. Belle perf des Cavs, c'était le retour de Donovan Mitchell. Si je me trompe pas, on était un petit peu inquiet quand même sur son état de forme. Il n'a pas été Donovan Mitchellesque, j'ai envie de dire, mais il a quand même été bon et surtout belle victoire de Cleveland. Ouais, c'est ça. Alors, je leur ai porté la poisse aux Pelicans, les pauvres. Je disais que personne n'en parlait, que c'était très bien. Vivons cachés pour être heureux. Voilà, je leur ai sorti tous les poncifs et ils ont perdu le match dans la foulée. Ça reste le deuxième meilleur bilan depuis le break du All-Star Game. Donc là, c'est plus un accident qu'autre chose. Et les Cavs, c'est vraiment l'équipe qui arrive à emmerder tout le monde, quelles que soient les forces en présence, avec ou sans Donovan Mitchell, avec ou sans Evan Mobley. Tu as l'impression qu'il y a une rigueur et une constance, un peu comme les Knicks de Thibodeau. Tu sais que même s'il leur manque 6 joueurs, ils vont jouer à fond et ce sera très compliqué à jouer. Et là, c'est vraiment une belle victoire. Mitchell fait 14 points après avoir manqué les 7 derniers matchs. Et je pense quand même que l'homme du match est plutôt Darius Garland, excellent. 27 points, 11 passes. Vrai chef d'orchestre pour les Cavs. Vrai bon joueur qui a manqué une partie importante du début de saison. Mais ouais, bon, là, ils ont aussi pas mal artillé à 3 points. Ça aide de réussir à marquer 20 paniers à 3 points dans un match. Quand en face, l'équipe en marque 5 fois moins. Seulement 4 paniers à 3 points pour les Pelicans. Donc, voilà, belle victoire de Cleveland qui reprend la 2e place à l'Est. On n'arrêtait pas de dire avec Antoine, bon, ça y est, les Bucks, ils sont lancés, ils vont reprendre la 2e place et larguer tout le monde. Mais au final, Cleveland s'accroche et Cleveland reprend provisoirement la 2e place avec un bilan égal, mais
mais un tie-breaker en leur faveur. Voilà, et qui attend toujours le retour d'Evan Mobley. Mm. On peut parler quand même des 33 points, 9 rebonds de Zion Williamson du côté des Pelicans, mais effectivement différentiel à 3 points. Non seulement il y a eu 20 tirs à 3 points marqués par les Cavs contre 4 seulement pour les Pelicans, mais il faut dire aussi que les Cavs en ont pris 45, là où les Pelicans en ont pris entre guillemets que 22. Donc voilà, c'était le Ouais. plan de jeu, je pense, a été payant du côté de Cleveland. Pourtant, c'est une équipe les Pelicans sont pas maladroits à 3 points, surtout dernièrement. Leurs stats sont assez incroyables en termes de réussite entre Ingram, Trey Murphy, que j'adore, même Herb Jones qui est sur une lancée incroyable. Le combo défense-efficacité, il est assez exceptionnel. Je pense que lui, c'est dans le genre sleeper pour une All Defensive Team. Enfin, en tout cas, de mon point de vue, peut-être que tout le monde a prévu de le mettre, mais je le trouve incroyable. Et malgré la défaite, je tiens à ressouligner que je pense que les Pelicans peuvent en surprendre plus d'un au moment des playoffs, et c'est bien un outsider. Alors, je vais arrêter de parler d'eux, comme ça, ils vont se remettre à gagner des matchs. Mais prudence, ceux qui affronteront les Pelicans au premier tour des playoffs ne devraient pas les aborder de manière trop tendre, voilà, selon moi. Allez, on enchaîne. Alors, dans la famille, j'ai scoré, mais dans un match qui servait à rien, on peut parler de Dejounte Murray qui finit avec 40 points dans une défaite des Hawks 102-106 face aux Blazers. Histoire de perpétrer quand même une tradition qui est bien ancrée dans le CQFR, je vais commencer par vous donner donc les stats de Domin Ayton, qui a mérité son surnom, 33 points, 19 rebonds, une passe, un contre, une interception. Énorme match de DeAndre Ayton qui a joué 41 minutes et victoire au bout du compte des Blazers. Ouais, victoire des Blazers, tu fais bien quand il mérite son surnom de Dominaton, il faut lui accorder ça. Les Blazers qui n'étaient pas sur une très très bonne série, les Hawks, les Hawks, c'est une équipe tellement mystérieuse, tellement bizarre. Il y a une série de 2-3 matchs où je vais me dire, ah ça y est, Quinn Snyder a trouvé, ça va se passer comme ça. Là, il n'y a pas Trae Young en plus, donc ça complique les choses, mais ils pourraient aussi très bien trouver une formule qui fonctionne. Et c'est une équipe tellement irrégulière. Ils avaient 16 points d'avance en première mi-temps, ils se sont relâchés. Derrière, Anthony Simons et donc DeAndre Ayton ont accéléré 36 points pour Anthony Simons. Et les Hawks, ils sont dans une place. C'est-à-dire qu'ils ont 3 victoires de retard sur la 9e. Okay, donc ils vont finir 10e, hein, je peux vous le dire. Les Hawks finiront 10e. Et en même temps, ils ont 3 d'avance sur la 11e. Donc c'est la fin de saison un peu bizarre. Ils vont jouer le play-in, mais sans grande ambition ni excitation finalement. Ouais, il y avait du côté des Hawks, il faut noter aussi qu'il manquait Jalen Johnson qui était blessé à la cheville toujours. 36 points effectivement d'Anthony Simons. Et puis on parlait plutôt en bien de Scoot Anderson plus tôt dans la semaine. Là, à nouveau, petit coup de mou. 17 points seulement, 1 sur 8 au tir, 2 points. Donc petit match pour Scoot Anderson. Allez, il nous reste 2 matchs. Je vais commencer par souligner l'énorme double-double de mon gars sûr, Jalen Duren, dont je continue d'être fan. 24 points, 23 rebonds, 5 passes dans une victoire des Pistons 113-104 face aux Raptors. Voilà, Détroit qui se refait un petit peu la cerise entre guillemets en cette fin de saison. Ouais, il est énorme, hein. Duren, de toute façon, c'est la constante depuis le début de la saison. C'est les stats énormes de Duren et la sensation qu'ils peuvent bâtir avec lui, ou autour de lui, je ne sais pas, mais avec lui. C'est une machine à prendre des rebonds, il est dur, il a des qualités de passeur aussi. Il est encore très jeune. L'année dernière, quand il a été à ses débuts NBA, c'était le plus jeune joueur de sa classe de draft. Ouais. Il est impressionnant. Je suis toujours fasciné par son corps, entre guillemets. Il a un corps de mec de 32-33 ans qui est déjà à maturité physique, et c'est un super joueur. Et c'est rassurant pour Détroit de savoir qu'ils peuvent tabler là-dessus. Autour des Cunningham, Jaden Ivey, Jalen Duren, c'est une des raisons pour lesquelles Détroit peut voir l'avenir avec optimisme, je pense. Ouais, petit match pour Evan Fournier, 5 minutes passées sur le parquet seulement, 2 points marqués. Du côté des Raptors, qu'est-ce qu'on peut souligner ? Peut-être Emmanuel Quickley qui finit avec 25 points, 5 rebonds, 8 passes, 19 points, 6 rebonds, 8 passes pour Kelly Olynyk, mais bon, voilà. De toute façon, fin de saison de Toronto avec la blessure de Scottie Barnes, je pense pas qu'ils aient grand-chose à aller jouer sérieusement. Allez, dernier match de la soirée, victoire 110-98 des Charlotte Hornets face aux Memphis Grizzlies avec un très bon match de Miles Bridges, 27 points, 6 rebonds, 6 passes, et un très beau match aussi de Vasilije Micic, 25 points, 8 passes. Je t'avoue que ça me faisait un petit peu mal au cœur quand je voyais à OKC, non pas parce qu'il était mauvais, mais simplement parce que de toute façon il n'y avait pas de temps de jeu potentiellement pour lui. T'es coincé dans la rotation, donc ça fait du bien de le revoir à ce niveau-là.
Ouais, c'est ça, bah, c'est quand même pas n'importe qui, quoi. C'est un crack d'Euroleague et sur le coup, le fit avec OKC me paraissait bien. Tu vois, tu un mec qui a cette expérience-là en sortie de banc et tu as raison, il y avait pas beaucoup de temps de jeu et puis en même temps, OKC avait besoin de pousser les mecs qui étaient déjà là. Donc bon, c'est bien pour lui qu'il puisse jouer à Charlotte. On aimerait le voir quand même dans une équipe plus compétitive. Alors, est-ce que ce sera Charlotte ou ailleurs? En tout cas, là, je pense que c'est son meilleur match depuis qu'il est en NBA. Alors, c'était contre mes chers Grizzlies qui sont sur courant alternatif et qui essayent surtout de préparer la saison prochaine, mais ça fait quand même plaisir, tu as raison. 25 points à 9 sur 10, dont 5 sur 6 à 3 points pour Micic. Ouais, il a rien gâché. C'est deux lancers francs, 8 passes Hum. décisives, 2 interceptions. Gros match de Micic. Voilà pour les matchs de la nuit. On va s'arrêter là pour le récap des matchs. Par contre, Shai, je crois que tu voulais rebondir sur une déclaration de Shaquille O'Neal qui, voilà, une fois n'est pas coutume, aurait peut-être mieux fait de la fermer. On va dire les choses telles qu'elles sont. J'adore Shaq, mais alors, je sais pas, peut-être qu'il nous a écoutés récemment et qu'il a eu besoin de contredire ce qu'on disait dans le podcast sur Rudy Gobert, où voilà, si vous n'êtes pas encore allé l'écouter, il est toujours en ligne sur la chaîne YouTube et sur les autres plateformes audio, mais clairement, c'est pas le podcast n'est clairement pas à charge sur Rudy. On a même plutôt, je pense, essayé de montrer tout le côté positif de son jeu et de sa personnalité. Et Shaq dans son podcast, il y avait Mario Chalmers qui est allé dans le même sens que lui, hein, mais a fait une déclaration. Ouais, j'ai eu envie de me taper la tête contre le mur. Alors je vais te lire la quote, hein. Ouais. Ça commence par Chalmers qui dit qu'il veut d'abord encenser Bam Adebayo en disant que pour lui c'est le Defensive Player of the Year, ce qui peut s'entendre parfaitement. C'est peut-être même le meilleur défenseur théorique de la ligue, hein, Adebayo, il n'y a pas de problème avec ça. Mais cette saison, personnellement, je le pense pas supérieur à Rudy. Donc il dit que Adebayo devrait être DPOY. Il sait que Rudy est ultra favori pour une 4e couronne et il dit qu'il le trouve surcoté. Ce à quoi Shaq répond merci. Je ne l'ai jamais trouvé que c'était un grand défenseur. Il y a beaucoup de pivots qui ne le font pas jouer en défense. Il ne ferait pas ça, il ne peut pas faire ça contre le Joker. Après, il dit il 7-6, genre, donc il a l'air sérieux, il a l'air de penser que Rudy fait 2,28 m, admettons. Il dit évidemment, si tu tentes un lay-up, il va te contrer. Mais pour moi, la défense, c'est défendre sur un gars et l'éteindre. Si tu veux m'impressionner, réduis le Joker à 15 points. Tous ces contres du côté faible, c'est cool, mais ça ne marchera pas contre des gars comme le Joker ou comme moi. Donc Shaq qui a toujours du mal à donner du crédit aux pivots actuels et particulièrement quand ils sont français, visiblement. Ça m'a un peu... alors, j'adore Shaq, je le trouve divertissant. Ses points de vue sont parfois très intéressants, mais lui, il a quand même le côté américain primaire et dont on se demande parfois s'il regarde vraiment tous les matchs sur lesquels il s'exprime parce que il a le droit de dire, je pense que Rudy n'est pas le meilleur défenseur de la ligue. Il a le droit de dire, j'ai envie de le voir en playoff contre Jokic faire un vrai statement game défensif. Mais dire que c'est pas un bon joueur défensif, dire qu'il fait 2,28 m et que du coup c'est facile de contrer des mecs. S'il disait ça de Wembanyama à la limite, ce qui serait déjà un peu exagéré à mon sens, il pourrait dire, bah oui, forcément, il fait cette taille-là, c'est plus simple de dissuader. Mais là, dire ça, combien de joueurs peuvent limiter Nikola Jokic à 15 points en fait? Enfin bref, ça m'a un peu désespéré, quoi, ce bashing. C'est c'est exactement ça, parce qu'en fait, c'est ça. D'une part, il n'y a personne qui tient. Si Jokic veut mettre 25-30 points, il va Bien les sûr. mettre en rayonnant sur toute son équipe. Et en plus, moi, là où je trouve vraiment, il s'est quasiment auto-discrédité, c'est que dans la fin de sa quote, Shaq dit un truc du genre, ouais, tout ton truc sur les aides défensives et la défense à l'opposé, c'est cool, mais ce qui compte, c'est de stopper ton gars. Mais c'est là, en fait, où je te rejoins, Shaq. Tu dis, mais est-ce que tu regardes les matchs? Parce qu'en fait, si tu es un big maintenant en NBA, un big défensif, justement, ce qu'on te demande, c'est de pouvoir venir de l'opposé, venir dans les aides, pouvoir aider, reprendre ton joueur, courir. On va pas te demander de défendre. Limite, on sait que on va pas demander à un joueur de défendre sur Nikola Jokic, comme on sait qu'on va pas demander à un seul joueur de défendre sur Joel Embiid. C'est des joueurs qui vont demander des prises à deux et des adaptations défensives systématiques, comme c'était le cas avec Shaq. Personne essayait de défendre sur Shaq tout seul, peut-être, à part les rares exceptions, ça a été finale contre Philadelphie, peut-être parce qu'il y avait Dikembe Mutombo et que Mhm. de toute façon, la moitié de l'équipe était blessée. Mais tu sais très bien que contre ces joueurs dominateurs, tu as besoin d'une défense collective. Et bon, après, ça me fait toujours un petit peu rire de voir que tu sais, dans le podcast de lundi, non, d'il y a 2 semaines avec Frédéric Young, on était revenu sur les quotes de Gilbert Arenas. Là, Ouais. c'est un petit peu pareil, tu as envie de dire à chaque écoute, t'es un très grand joueur, l'un des meilleurs de tous les temps, sans doute
l'un de ceux qui aurait dû se mettre en position d'être le meilleur de tous les temps même. Ouais. Mais en défense, je vais prendre l'avis d'autres personnes. Parce que c'est pas que t'étais pas un bon défenseur, mais je vais écouter des défenseurs qui pourront peut-être donner un avis plus pertinent sur le cas de Rudy. Ouais, mais c'est ça, et ça va dans le sens de ce qu'on disait, de ce qu'on a dit récemment là dans le podcast. Alors on va nous dire qu'on le défend trop, peut-être. J'ai vu dans les commentaires, on est d'accord, hein, c'est pas du tout. C'était une discussion qui n'était pas à charge. On a même plutôt. Notre avis, c'est de dire qu'il n'est pas reconnu à sa juste valeur et qu'il est traité parfois de manière injuste. Là, pour moi, c'est totalement injuste de se manger un bashing comme ça, de dire il est surcoté. Donc Chalmers dit il est surcoté, et chaque dit c'est pas un bon défenseur. Donc on n'est pas obligé de. Enfin, bref, ça me désespère un peu, et ça montre bien que la discussion de l'autre jour et la discussion actuelle autour, elle est pas vaine, parce qu'il y a vraiment ce sentiment anti Gobert presque, de la part même de supposés experts du basket aux États-Unis. Ouais, bon, affaire à suivre. En tout cas, on vous remercie d'avoir été avec nous pour ce CQFR. On vous donne rendez-vous dès demain. Ce soir, du moins en fin de journée, vous pourrez retrouver sur la chaîne YouTube la late session qu'on fait sur Twitch en live tous les mardis soirs. Vous savez qu'on vous la propose sur YouTube vers 17-18 heures en fin de journée sur la chaîne. Donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil ou plutôt une oreille à tout ça. Et puis, nous, on vous dit à très vite. Ciao à tous. Ciao.